Bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence Conduite du changement pour tous, concept, principe, outils et démarche, une conférence dans laquelle je vais essayer de traiter modestement la question de rendre accessibles les modalités de changement. Donc c'est plutôt une conférence qui va se destiner à un ensemble de personnes qui ont un autre métier que l'accompagnement au changement et qui peuvent être intéressés pour avoir des outils, des clés, des bases sur cette thématique-là. Je vais donc essayer de traiter ce sujet vaste à travers différents points. Le premier, je vais essayer de faire je vais juste me présenter. Je vais présenter quelques modèles majeurs et fonctionnements. Je vais parler de ce qu'est un agent du changement, de parler des qualités d'une équipe et de comment on pose un cadre. Alors peut-être pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Romain Couturier, je suis ce qu'on appelle un énième coach agile. Vous pouvez regarder tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, dans laquelle vous retrouverez aussi le replay de cette conférence. En gros, un coach agile, pour essayer de faire simple, quand j'essaie de l'expliquer à mes enfants, j'essaye d'aider des adultes qui se posent des questions de comment on fonctionne ensemble. Voilà. Et pour ça, je leur propose des approches outillées, méthodologiques, philosophiques, conceptuelles. L'intention est toujours la même. En gros, que les gens se sentent bien à faire ce qu'ils font en essayant de livrer un maximum de valeur et de préférence de manière assez performante. Alors, on ne va pas représenter l'agilité, tout le monde le connaît. On est en 2021 dans cette session, dans cette conférence Agilion. Et donc, voilà, en 2021, tout le monde est agile. Et si tu n'es pas agile en 2021, tu as raté quand même un sacré truc. Donc, aujourd'hui, la question quand j'interviens chez des clients, c'est l'idée, c'est vraiment de se poser la question de comment on va changer. C'est-à-dire comment on va mettre en place de l'agilité. Donc, j'ai une équipe qui est dans une situation. Ah, c'est un point A, et puis on veut aller au point B. Hein, on va refaire ça assez simple, et puis de manière assez logique et triviale. On veut aller de A à B, et on va se poser comment. Alors aujourd'hui, c'est avant. Il y a 10 ans, moi, quand je m'étais lancé, on se disait pas comment on va changer, c'est-à-dire pas comment on va mettre de l'agile, hein, parce que la question maintenant, c'est on se disait pourquoi. Et maintenant, on dit comment est-ce que je fais pour mettre de l'agile. C'est-à-dire qu'avant, on se posait la question de la destination. C'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que l'agilité est devenue une technologie sociale qui est tellement déployée qu'on considère qu'aujourd'hui, elle est de fait la bonne solution. Alors, ce qui m'arrange bien, hein, je veux dire, vu mon métier, ça me va bien. Ça pose d'autres problèmes aujourd'hui sur la professionnalisation de l'accompagnement à l'agilité, mais bon, c'est pas un sujet que je vais développer là. Mais je vais plutôt essayer de regarder un petit peu comment moi, je vais essayer de vous présenter comment moi j'interviens. Donc, une intervention, elle est... En fait, j'ai identifié à travers toutes mes missions sur ces différentes années, j'ai deux situations assez différentes. La première, qui est très court-termiste, c'est des gens qui vont regarder un petit peu tout de suite, c'est quand il y a une urgence. Voilà. La première situation, on est sous urgence, il est urgent de mettre de l'agilité. Enfin, en tout cas, il est urgent de changer des choses parce que ça ne va pas. Voilà. C'est pas très confortable, je vous cache pas, comme environnement, parce que bon, je vais y revenir après, mais ça pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Bref, c'est pas. Mais c'est quand même souvent la plus grande des situations. Et puis il y a d'autres situations, heureusement, dans certaines boîtes. Alors c'est pas forcément les grosses, hein, d'ailleurs. Ça peut être n'importe quel type de société. Ça peut être aussi dans le privé, dans le public. Là, qui vont avoir une approche beaucoup plus programmée. Là, l'idée, c'est de voir loin. C'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on va changer. Et là, on est plutôt sur une approche où les gens vont être très attentifs à un certain nombre de signaux faibles qui sont là. Et donc, on a le temps.
Alors évidemment, on ne va pas travailler de la même manière. D'ailleurs, je trouve, pour le faire beaucoup en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont démarré l'agilité il y a plusieurs années, on se retrouve de plus en plus dans des situations où eh bien, on a des équipes qui ont déjà quelque chose. Et donc, quand on veut prévoir la suite de l'agilité, c'est très compliqué. Alors finalement, ce qui est plus simple quand on travaille dans l'accompagnement au changement, c'est une bonne situation d'urgence. C'est-à-dire quand ça va pas bien. Voilà, hein. Alors c'est une théorie qui est développée. Vous pouvez regarder le modèle de Kotter. Voilà. Alors il y a plein d'étapes dans le modèle de Kotter. Kotter, c'est un peu c'est la tendance de l'accompagnement au changement de la période. Hein. Tout le monde, on ne jure tous que par ça. Je ne sais pas si on a tort ou si on a raison, mais en tout cas, clairement, voilà, tout le monde se rue sur son bouquin et on cite tous son modèle, qui est plutôt très bien fait, hein, parce que il part du principe que tout changement, il faut démarrer par un sentiment d'urgence. Voilà. Il faut créer ce sentiment d'urgence. À partir de ce sentiment d'urgence, on va s'organiser, on va créer une coalition. Une coalition de personnes qui vont se saisir de cette urgence, qui vont ensuite travailler à l'élaboration d'une vision du futur. Voilà, très logique, hein, très bien structuré. Moi, j'ai souscrit à 200%. Ensuite, il faut communiquer cette vision. Donc là, alors les modalités, je vous la fais courte, évidemment. Hein. Ceux qui connaissent déjà le modèle, ils sont oui, c'est un petit peu rapide. Mais bon, ça, c'est le schéma que vous allez retrouver sur le site, sur plein d'articles de blog. Ensuite, eh bien, il faut inciter à l'action. Donc là, comment est-ce qu'on travaille pour que les gens mettent en place. Donc là, quand je désigne le changement, on parle de n'importe quoi. Hein. Ça peut être le changement de la mise en place d'un nouvel outil, ça peut être le changement de procédure, ça peut être changement une fusion entre des organisations, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne. Vraiment, à peu près, enfin, on peut être très, très large. Hein. Ensuite, très important, générer un sentiment de victoire. Ça, c'est très important pour avoir du positif. De consolider les succès. Encore faut-il avoir des succès, sinon ça marche moins bien. Qu'est-ce que j'avais prévu comme tuto? Ah oui, j'avais prévu ça. Hop. Ensuite, j'en ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et enfin, on ancre au niveau culturel. Et sans doute qu'on répète derrière. Donc, c'est un modèle qui se comprend bien, qui est tout à fait logique. Il ne faut pas avoir fait voilà. Il s'entend, on reprend. Voilà, Alors, ce qui est très marrant, c'est que si vous lisez d'autres acteurs, par exemple, je vous encourage à lire la 5e discipline de Peter Senge ou de Petersen, je ne sais jamais comment on prononce son nom, qui vous dit exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'il y a de pire pour la transformation des systèmes, c'est certainement de commencer par un sentiment d'urgence. Voilà. Donc, je vous laisse à la contradiction des experts qui vous disent à la fois blanc et noir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? On est bien malin. Et je suis assez d'accord avec le fait que parfois, le sentiment d'urgence, c'est très bien, mais parfois, l'urgence, c'est un petit peu trop tard. Alors, moi, je ne m'appuie pas sur ce modèle-là. Des modèles, il y en a plein. Celui sur lequel je m'appuie, c'est celui de Virginia Satir, dont je vous recommande la lecture du super bouquin, le Satir Model, qui est relativement simple. Hein. C'est une psychothérapeute américaine qui a énormément travaillé dans les années 70-80 sur les psychologies familiales et qui décrit des changements d'état. Et donc derrière, ça s'extrapole, c'est-à-dire qu'il y a elle décrit différentes étapes de changement et ça marche bien, c'est ce que je vais essayer de développer. Donc, il y a une situation, première étape, c'est un statu quo. Ensuite, on va avoir une phase d'introduction d'un facteur externe, une perte de repère qu'on va appeler la vallée du désespoir. Voilà. C'est une phase de chaos, quand on a perturbé tous les repères et qu'on ne sait plus trop où on en est. Une phase d'intégration et la nouvelle recréation d'un statu quo. Je vais essayer de développer ça un petit peu plus
un petit peu plus en détail parce que je trouve cette approche, pareil, classique, aujourd'hui, enfin à l'époque, ça faisait un peu l'objet d'une révolution parce que ça permettait de mettre vraiment une démarche sur quelque chose qui n'était pas clair. Donc, la première étape, c'est le statu quo. Alors, le statu quo, il est intéressant parce qu'il s'agit de savoir un petit peu de quoi on parle. Donc, un statu quo, qu'est-ce que c'est? Vous avez, prenons par exemple une équipe qui est en place et qui a un certain nombre de modes de fonctionnement. Et ce qui est intéressant de comprendre dans le statu quo, et c'est souvent une des premières étapes qu'on engage dans la démarche de changement, c'est de s'apercevoir que il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en place. Ces choses, elles fonctionnent bien. On peut considérer que ce sont des optimums locaux. Un optimum local, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'à mon échelle, individuelle ou au niveau de mon équipe, les choses fonctionnent. Ça ne veut pas dire que le système global dans lequel on se trouve fonctionne bien, ça veut juste dire qu'à mon échelle, ça fonctionne. Et ces optimums locaux, qui sont donc des habitudes, on pourrait également les appeler une zone de confort. Donc, vous savez, quand on vous dit il faut sortir de sa zone de confort, pas du tout. Moi, je déteste sortir de ma zone de confort. Enfin, si, j'aime bien, mais quand c'est moi qui ai décidé de... Et quand on me dit sors de ta zone de confort, cette injonction-là, elle est juste inaudible. Et ça, c'est très compliqué, parce que c'est un petit peu la mission qu'on me donne quand j'arrive chez mes clients. Donc, la première étape, c'est de comprendre ces zones de confort. Et ces zones de confort, qu'est-ce que c'est? Elles sont constituées de plein de choses. Voilà, c'est des habitudes, voilà, ces petits repères. Alors, autant vous dire que la zone de confort, avec la période de Covid, on en a tous fait les fruits. Ça peut être également l'espace physique, essentiel. Là, on voit bien le distanciel. Moi, je suis un fan de distanciel, mais parce que j'ai l'espace pour. Ce n'est pas le cas partout. Ça peut être des procédures. Voilà. Alors, bonne ou pas bonne. Et le statu quo, d'ailleurs, il n'est pas bon ou pas bon, il est, en fait. Et il crée cet état qui est assez intéressant. Peut-être aussi des outils. Voilà. Il y a tout ça dans le statu quo, et sans doute plus encore. Je vous laisse compléter. Ce qu'il faut retenir avec le statu quo, d'une manière générale, c'est que c'est la zone sécurisée. Cette sécurité, j'y reviendrai aussi à la fin. Il ne faut pas la minimiser. Nous sommes dans des zones sécurisées. Alors, évidemment, quand on arrive avec de l'agile, on arrive avec plein de... Comme dans tous les autres, on arrive avec ce fameux facteur externe, qui n'est plus vraiment choisi maintenant, parce qu'il est subi de fait. Et donc, immédiatement, et ça, dans tous les systèmes, il faut s'y préparer, il faut le savoir. Il y aura de la résistance, il ne faut pas minimiser le sujet, ça existe. Là, je me positionne à des échelles professionnelles, c'est-à-dire des organisations privées ou publiques. Je ne suis pas compétent sur les aspects beaucoup plus macro sur les sociétés. Je préfère, même si sans doute il y a des choses, mais je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Je vais me cantonner à ce que je sais faire, à ce que je vois. Donc, la résistance au changement, c'est une réaction naturelle, c'est-à-dire vous mettez un facteur externe et vous en avez, que ça va perturber. Et là, vous en avez forcément un ou une ou plusieurs qui vont vouloir maintenir l'état dans lequel vous étiez avant. Peu importe, cet état peut être critiquable d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où ça devient génial, c'est quand vous avez des gens en face de vous qui critiquent l'état actuel, mais qui refusent le changement. Et le pire du pire étant les râleurs passifs. Alors, les râleurs passifs, c'est ceux qui critiquent tout, mais qui proposent jamais rien. Et alors là, quand vous êtes acteur du changement, vous êtes bien embêté. Alors, cette résistance, elle n'est pas toujours identique. C'est-à-dire qu'on va avoir des effets qui sont... on sait les mécanismes qu'il y a dessous, de la peur, parce que ça n'est pas forcément explicite. Ça peut être des gens qui vous disent oui mais, sachant que oui mais n'existe pas. Quand on vous dit oui mais, ça veut dire non. Et puis ça peut aussi s'appuyer sur des croyances. Je pense que la plus délétère des croyances aujourd'hui sur l'agilité, c'est le fait que l'agilité ne fonctionne pas. Et on ne peut pas opposer ça, parce qu'il y a suffisamment d'expériences qui montrent que l'agilité a eu en tout cas, le prétexte de l'agilité a été suffisamment cité pour dire que ça ne fonctionnait pas. À tort ou à raison, mais c'est un cas. Donc maintenant, on va se heurter de plus en plus à ce genre de situation. Ce ne sera pas le cas. La résistance, on va essayer de l'observer de deux manières. Est-ce que le changement, est-ce qu'il a été subi ou est-ce qu'il a été choisi? Voilà.
Prenons l'exemple du COVID, de cette crise Covid-19. Clairement, c'est un changement subi. On n'a pas choisi ça. Donc, il va y avoir une conjugaison d'un certain nombre de choses. Évidemment, si le changement est choisi, a priori, je dis bien a priori, vous le vivrez mieux, ce qui n'est pas toujours vrai. Combien de personnes ont loué les bénéfices de l'agilité sans en incarner, sans la vivre de l'intérieur? C'est-à-dire, je veux ce que je demande, mais voilà, en gros, c'est mieux si c'est les autres qui changent et pas moi. Donc, on ne peut pas faire de généralité quand on travaille sur du changement. Voilà, quand on met en place, là, je pense que je vais prendre un exemple là, qui est très contextuel en 2021. Alors, j'ai rien à leur faire de la pub, mais je pense que le développement de Microsoft Teams dans les organisations, c'est ce qu'on fait voilà, c'est le grand gagnant de la crise en termes tech. Voilà, avec des outils comme Azure, Azure Board, ce genre de choses. Voilà, en gros, si vous ne connaissez pas Microsoft Teams, c'est une solution technologique. Je n'ai rien contre, je trouve ça très bien. Néanmoins, il y a eu un déploiement massif. Et donc, vous avez comme d'habitude, hein, lorsque vous arrivez avec des nouveaux outils, vous avez des ambassadeurs, vous avez des gens, vous leur mettez ça dans les mains, ils sont super contents. Ça marche, vous pouvez changer Microsoft Teams par Agile ou n'importe quel autre sujet, changement de direction, voilà, changement de nom de marque, changement, toute forme de changement. Vous avez des ambassadeurs. Ceux-là, on les aime bien, on essaie de les trouver parce qu'ils sont pleins d'énergie. C'est sans doute ce qui est dans une démarche d'accompagnement. Ceux-là, il faut essayer de les trouver parce qu'ils vous font du bien. Généralement, ce sont des gens qui sont souriants, qui sont constructifs, qui sont pour. À l'extrême inverse, vous avez des gens qui sont réfractaires. Alors, les réfractaires, on distingue les réfractaires des relous. Ce n'est pas parce qu'on est réfractaire qu'on est pénible. Si on est réfractaire, il y a certainement de bonnes raisons. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas travailler de la même manière avec les ambassadeurs ou les réfractaires. Puis, vous avez toute une gamme intermédiaire et en fonction du type de changement et de l'échelle de changement que vous essayez d'opérer, on va pouvoir retrouver tout un effet de masse. Et là, je vous renvoie vers un bouquin qu'on cite souvent, mais qui est quand même assez... qui fait partie de la Bible des bouquins à avoir connus, qui s'appelle Crossing the Chasm. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur des petites échelles, vous aurez souvent soit l'un, soit l'autre, soit les deux, après dans les proportions à voir. Lorsque vous êtes sur de plus grandes échelles, vous allez vous retrouver avec cet effet de courbe de Gauss, où dans le temps, vous allez avoir... Voilà, vous aurez toujours des ambassadeurs sur un sujet, toujours. Il y en a au moins un ou une qui est partant. Si vous avez vraiment personne, c'est que vous avez un gros problème. Mais il y en a forcément. Et puis, la question, c'est comment est-ce qu'on va embarquer la masse? Et entre les deux, là, vous avez cette espèce de gouffre qui s'appelle le chiasme, qui n'est pas forcément, qui n'est pas documenté, hein, qui relève un petit peu de la magie. Et on se demande un petit peu comment est-ce qu'on va réussir à convaincre les masses. Avec l'agilité, on a dépassé ça, on est dans un phénomène de massification, on est de plus en plus en train de toucher les réfractaires. Et donc, s'il y a bien une attitude à ne pas adopter en ce moment, c'est d'essayer de convaincre les réfractaires que c'est bon pour eux. Et d'une manière générale, plus on va essayer de convaincre des gens qui sont convaincus de l'inverse, plus on va travailler sur les polarités, c'est-à-dire que plus vous me dites quelque chose et que je suis contre, plus ça renforce ma conviction que j'ai raison et donc que vous avez tort. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une forme de paradoxe où, en voulant faire bien, eh bien, on fait mal. Et ça, c'est en termes de... Quand on est agent du changement, c'est hyper compliqué parce qu'on croit sincèrement et intimement que ce qu'on fait est bon. Donc, c'est aussi délicat d'envisager ça. Donc, le plus simple, je pense, c'est sans doute d'arrêter de convaincre. Et donc, on va plutôt avoir une approche de type information plutôt que de convaincre. Enfin, en gros, faisons de la pédagogie et arrêtons de dire aux gens ils sont suffisamment intelligents pour savoir ce qui est bon pour eux. Donc, je ne vais pas chercher à développer un argumentaire. Parce que, en plus, si je le fais, alors c'est facile de le dire dans une conférence comme ça, évidemment, on pourrait tout à fait... moi, je tombe dans le piège assez souvent, hein, comme tout le monde. On sait qu'il y a il y a une situation dans laquelle on ne veut pas tomber en tant qu'agent du changement, mais tous les acteurs d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Voilà, je pense qu'il est
Vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, il est assez brillant. C'est ce qu'on appelle une boucle toxique. En tant qu'agent du changement, comme je veux changer pour le meilleur, je risque d'être un peu le David Hasselhoff de ce changement, avec ma bouée, et de venir sauver tout le monde. Et donc, je sauve qui Eh bien, je sauve des gens qui sont victimes. Ils sont victimes de quoi Victimes d'un système, victimes d'un système qui ne fonctionne pas. Et donc, à partir du moment où je sauve les gens qui sont, si je me positionne en tant que sauveur de victimes, ça veut dire qu'en face, j'ai un troisième rôle qui s'appelle le persécuteur, voire des persécuteurs. Donc, le triangle dramatique, c'est ça. C'est se donner une posture qui va nous enfermer les uns et les autres dans ces différents rôles. On va se donner un exemple. J'arrive toujours avec mon histoire d'agilité, je dis que l'agilité, c'est bien. L'agilité, c'est bien par rapport à ce que, si je dis, voilà, contrairement à ce que vous faites, donc je vais prendre le système que vous avez en place et je vais vous dire que le système est mal. Voilà. Donc, je vais positionner, finalement, en voulant sauver, je positionne un persécuteur, et donc, je vous positionne, vous, en tant que victime. Voilà. Alors, évidemment, les personnes qui ont créé le système avant, si elles se rendent compte que vous avez ce discours-là, vont se dire, mais attendez, ce système n'a jamais été conçu pour être un mauvais système. On n'a jamais conçu ça pour être un persécuteur. Ce qui fait que vous, de sauveur, en positionnant le rôle de persécuteur, vous prenez le rôle de persécuteur. Ce qui fait que le persécuteur devient victime. Et du coup, vous ne pouvez plus sauver personne. Parce que vous ne pouvez pas sauver un persécuteur qui se positionne en victime, parce que vous l'avez positionné en tant que persécuteur. De la même manière, en tant que victime, si vous positionnez les sauveurs en tant que victimes, si vous vous positionnez en tant que sauveur par rapport à des victimes, vous allez forcément renforcer la crédibilité sur le fait que l'action et la responsabilité et les compétences pour que la victime s'en sorte se trouvent plutôt au niveau du sauveur. Ce qui fait que le jour où le sauveur disparaît, c'est le cas d'à peu près tous les consultants d'accompagnement au changement, eh bien les gens sont enterrés dans leur situation de victime et le persécuteur reste toujours présent, en tout cas dans les yeux de la victime. Ce qui fait que vous avez renforcé le rôle de victime et renforcé le rôle de persécuteur. Voilà. On peut faire ça, on peut s'amuser à jouer ce triangle. Vous comprenez maintenant pourquoi il s'appelle triangle dramatique. On peut s'amuser à jouer ça aussi dans les relations familiales, voilà, ou dans les relations entre collègues. Et c'est très difficile parce que à la base, moi, je voulais juste aider les gens, quoi. Donc le plus simple en tant qu'accompagnant au changement, c'est surtout de ne pas occuper cette fonction de sauveur. Et si on a des victimes en face de soi ou des gens qui se victimisent par rapport à un éventuel système qui soit dysfonctionnel, eh bien, c'est de travailler sur la responsabilisation des victimes. Le meilleur moyen pour se protéger, que j'ai trouvé dans ce genre de situation, c'est d'aller piocher dans les accords Toltec. Les accords Toltec, c'est un ouvrage que je vous recommande. Vous pouvez le chercher. C'est Miguel Ruiz qui l'a écrit. C'est un vieux bouquin. En gros, c'est vraiment une philosophie de vie développée par la civilisation Toltec. Et ça s'organise autour de 5 principes. Alors, vous trouverez sans doute le bouquin Les 4 accords Toltec, mais il y en a un 5e qui est émergé juste après. Voilà. Donc, c'est vraiment des accords avec soi-même. Et l'idée, c'est vraiment je trouve cet outil déjà d'une complexité extraordinaire parce qu'il nous invite à avoir une parole en toutes circonstances impeccable. Impeccable, ça veut dire que je suis attentif à ce que je dis. À partir du moment où j'essaye d'avoir une parole impeccable, je suis attentif à ce que l'impact de ce que je vais dire ne va pas forcément briser ou interpeller dans le mauvais sens la personne que j'ai en face de moi. Je vais être attentif à ses émotions. Je vais être attentif à plein de choses auxquelles, voilà, ça veut dire que c'est une invitation à travailler sur son ego. Je vais également être invité dans les accords Toltec à ne pas prendre les choses de manière personnelle. Exemple classique, voilà, une personne est réfractaire, je vais le prendre contre moi parce que cette personne ne veut pas travailler suivant ce que je lui préconise. Donc, elle s'oppose à moi. Non, c'est pas du tout ça. Et de toutes les, en fait, ce qui est intéressant dans les accords Toltec, moi, ce que j'ai trouvé remarquable dans l'introduction de ce livre, c'est que ça vous explique que la réalité n'existe pas. À partir du moment où vous conscientisez que la réalité n'existe pas, ou plutôt que la réalité, il n'y en a pas une, mais il y en a autant qu'il y a de paires d'yeux, autant qu'il y a de cerveaux, eh bien, ça veut dire que l'expression des gens se fait à travers leur prisme de pensée et non pas à travers le nôtre. Ce qui fait que si nos prismes sont différents, eh bien, c'est logique ce qu'ils disent. Voilà. Autre accord Toltec,
et ça c'est particulièrement intéressant quand on est dans l'accompagnement au changement, et essentiel, c'est de ne pas faire de suppositions. C'est-à-dire de ne pas présupposer un certain nombre de choses parce que ça va rentrer dans exactement ce qu'on attend. Ça, c'est très difficile. C'est d'intégrer que lorsqu'on fait un changement, il y a plus de données qu'on ne connaît pas que ce qu'on connaît. Alors, on peut faire des hypothèses de travail, ça n'empêche pas, mais on va vérifier ces hypothèses. Et dans tous les cas, et ça rejoint cette notion d'agilité, c'est qu'en permanence, on se dit qu'on essaye de faire de son mieux. Ça rentre aussi avec la notion d'avoir une parole impeccable. C'est l'acceptation de l'erreur, de l'échec, si on pense que c'est mieux de le voir ainsi. Et dernier accord, le 5e accord, c'est en permanence de toujours rester sceptique. Ça, je pense que c'est, je trouve cet accord-là particulièrement puissant parce que c'est une invitation, en tout cas qui fait beaucoup écho en ce moment. C'est une invitation à exercer sa pensée et à s'interroger si finalement sur nos certitudes. Alors, ça ne veut pas dire de toujours tout remettre en question, mais ça permet de garder son esprit en éveil et de se dire que tout ce qu'on est en train de faire n'est pas nécessairement acquis. Cette posture d'agent du changement, si j'avais de la résumer, je dirais qu'en permanence, il faut faire preuve de prudence et d'humilité. Il y a quelques années, j'avais fait une formation Scrum Master. Et je me souviens plus trop de ce qu'on avait raconté parce que c'était très dense. Mais s'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est cette citation, c'est qu'on ne casse pas des barrières quand on ne connaît pas les raisons pour lesquelles elles ont été construites. C'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre cette citation, mais je pense que c'est celle qui m'a le plus impacté aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des blocages, s'il y a des choses, s'il y a des résistances, il y a forcément des raisons qui nous échappent. Ça veut dire que dans une démarche d'accompagnement au changement, et ça on l'intègre trop peu malheureusement, il y a la question du temps qui va se poser. La question du temps, parce qu'il va falloir aller sur le terrain, il va falloir aller voir les gens, il va falloir rencontrer les gens pour comprendre pourquoi il y a ces barrières. Est-ce que ce sont des barrières structurelles? Est-ce que ce sont des barrières du système? Est-ce que ce sont des barrières individuelles? Et ça ne peut pas se faire uniquement sur l'application d'un temps, de procédés, de process, de méthodologie, qui est un peu le drame de l'agilité, qui n'est d'ailleurs... L'agilité répète exactement les erreurs qu'on a vues dans le Lean. Et si vous connaissez le Lean, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que le Lean, il y a une approche industrielle, mais ce n'est pas ça à la base. Hein. À la base, il y a des hommes, il y a des individus. C'est quand même ça le cœur du sujet. Alors, si on revient maintenant si on s'extrait un peu, parce qu'on ne va pas s'auto-centrer sur l'agent du changement, on va quand même revenir sur les équipes. Si on veut embarquer les équipes, on sait aujourd'hui ce qu'on doit faire. Embarquer des gens, eh bien, c'est leur partager une vision. Il faut leur expliquer pourquoi. Pour ça, vous pouvez vous appuyer sur un elevator pitch. On peut essayer de s'interroger sur comment est-ce que je vais faire pour faire adhérer un maximum de personnes, leur partager cette vision. L'outil d'elevator pitch, qui est un outil extrait du marketing, qui peut fonctionner très bien, dont vous trouverez plein de modèles sur Internet, mais en gros, en substance, on peut déjà avoir une matrice d'écriture qui se décrirait de cette manière-là. Donc, pour qui? Excusez-moi. Donc, pour qui? Donc, pour les personnes qui sont ciblées par le changement. Qu'est-ce qu'elles veulent? Ah, ça, c'est intéressant déjà, parce que ça pose la question de pourquoi on fait changer les gens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand vous mettez un nouvel outil dans les mains, est-ce que je veux quelque chose ou pas? C'est pas sûr. Mais peut-être que c'est plutôt pour respecter un standard. Voilà. Du coup, respecter un standard, c'est quoi? C'est peut-être avoir plus de qualité. Il faut le remettre en perspective, sinon je vais m'arrêter moi en tant qu'individu à l'outil, et cet outil, et surtout, il m'enquiquine. Donc, notre produit, c'est quoi? C'est-à-dire notre démarche d'accompagnement au changement, c'est quoi? Il faut arriver à la caractériser, lui donner un nom, donner une typologie d'action, la positionner aussi par rapport aux autres démarches précédentes. Qu'est-ce qu'elle a de différente? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci différent? Pourquoi les gens y croiraient plus que les précédentes? Encore plus si vous êtes dans une boîte qui a un historique. Pourquoi cette fois-ci on y croirait?
Évidemment, toutes les boîtes qui ont mal investi sur l'accompagnement au changement, et je pense notamment en termes de budget et d'investissement de temps des acteurs internes, auront développé des résistances au changement qui ne sont pas nées de la démarche actuelle, mais qui sont plutôt liées à l'historique de l'organisation. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter, moi, cette démarche? C'est quoi le bénéfice que je vais retirer de cette démarche? Pareil, on est toujours sur la notion d'information, d'explication. L'idée, ce n'est pas de vous donner une recette, c'est de se dire que ces exercices-là, ils peuvent être intéressants pour arriver à mobiliser des gens, en tout cas à récupérer plus de gens, parce que ce sont des questions qui se posent. Tout le monde cite régulièrement la conférence de Simon Sinek sur pourquoi, Start with Why. On y revient. Vous voyez, d'une conférence à l'autre, on peut se demander s'il y a une originalité dans cette conférence, finalement, parce que finalement, on revient toujours aux bases. Oui, mais à chaque fois, on les oublie. Donc, c'est bien qu'il faut les remettre. Autre chose qu'on connaît aussi aujourd'hui, et ça a été cité par Julien Fallet tout à l'heure, je vais m'arrêter peut-être un peu plus en détail, sur le modèle de Tuckman, le modèle de formation des équipes. Si vous transformez des équipes, on sait aujourd'hui les étapes par lesquelles elles vont passer. Alors ce modèle-là, comme tous les modèles, est à regarder avec un regard, est à regarder avec critique, en restant sceptique, comme on a vu tout à l'heure. Néanmoins, il a quelque chose de troublant, c'est que on se retrouve, on voit bien notre équipe, à un moment donné, elle est passée dans une phase de formation. Voilà, on met des gens ensemble, on leur donne un cadre de travail commun. Généralement, on ne se connaît pas, on ne sait pas si on va être efficace, on ne sait pas si on va être performant. On se pose plein de questions d'ailleurs. Ça peut être troublant. On va avoir une phase, alors en anglais on dit storming, mais en français, si on veut un peu plus arrondir les angles, on dira peut-être plus une phase de perturbation. Cette phase de perturbation, en France, on la voit bien. C'est une bonne phase conflictuelle. Généralement, vous avez une ou plusieurs personnes chez qui ça ne va pas. Alors, il y a plein de raisons à ça. Hein. Souvent, c'est parce que le cadre de travail est inadapté. Peut-être parce qu'il y a des sensibilités, des personnalités qui ne vont pas les unes avec les autres, ce qui pose la question de la composition des équipes. Pour ça, il y a plein de boîtes qui s'appuient sur des modèles comme DISC, ProcessCom, MBTI. Voilà, alors, il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases, mais ça peut aider. Voilà, à chaque fois, tous ces outils-là ne sont que des soutiens, ce ne sont pas des recettes. Et on ne va pas accompagner une équipe de la même manière si elle est dans une phase de formation, si elle est dans une phase de perturbation, si elle est dans une phase de normalisation. La normalisation, c'est-à-dire qu'on a commence à réussir à dépasser les conflits majeurs. Il y a une forme de compromis qui s'est mis en place. On commence à développer des règles de travail avant d'atteindre cette fameuse phase de performance des équipes. C'est évidemment ce que tout le monde souhaite, hein. C'est-à-dire qu'une équipe bien efficace où chaque potentiel se révèle. Ce qui est très intéressant d'ailleurs de voir dans les équipes avec des gros potentiels, avec des gens qui sont très très forts, et de voir que les équipes avec des individus très très forts ne forment pas des équipes globalement performantes. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve vraiment partout. Le sport nous enseigne ça. Et la dernière étape qui est souvent sous-estimée dans le modèle de Tuckman et qu'on aborde peu, c'est une phase alors je vais l'appeler de destruction, mais pas dans le sens où on lui fait mal. C'est juste qu'à un moment donné, cette équipe, elle va se séparer. Chacun ne va plus exister en tant que collectif. Donc forming, storming, norming, performing and destroying. Ce modèle de Tuckman, ce n'est pas un processus. C'est important de le rappeler aussi. Il peut y avoir des retours arrière très facilement. Il suffit qu'il y ait un certain nombre de perturbations. Et on ne peut pas demander à des équipes qu'elles soient efficaces avec du changement tout de suite, parce qu'on va retomber sur ces choses-là. Donc finalement, quelle que soit l'approche que vous allez retenir, on va toujours tomber sur ce point dur. Moi, dans toutes les équipes que j'accompagne, je suis assez transparent avec elles, je leur explique ça.
je leur fais pas de mauvaise surprise. Je leur dis, voilà, ça va, je parlais de vallée du désespoir au démarrage. Alors ça les fait sourire, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut dédramatiser la chose, parce qu'au début, vous savez, il y a toujours l'euphorie du départ, et puis quand on arrive dans le dur, c'est là où on teste les choses. Et cette phase je pense que la partie la plus difficile dans cette phase de conflit, c'est d'arriver à retrouver, en tout cas à développer un cadre de dialogue. Je pense que donc une approche comme la CNV est évidemment intéressante en phase de conflit, mais derrière la CNV, c'est l'exercice de retrouver un dialogue constructif, c'est l'exercice de la nuance, d'arriver à exprimer ses opinions. Donc la communication non violente de Marshall Rosenberg, dont on pourrait faire voilà, donc le livre, les mots sont des fenêtres, évidemment un incontournable, qui est très difficile à maîtriser, comme tout le reste d'ailleurs, mais au moins ça a la qualité de reposer ce qu'est une communication dite non violente, une communication qui va s'appuyer sur la matérialisation des faits, c'est-à-dire que lorsque je m'exprime ou lorsque je vais intervenir auprès de quelqu'un, je vais d'abord essayer de m'appuyer sur des faits. Je vais également m'interroger sur mes émotions ou les émotions que l'autre peut avoir. Les émotions ne sont pas contestables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous opposer vos propres émotions. Voilà, si vous êtes en colère vis-à-vis de quelque chose, on ne peut pas vous dire non, vous n'êtes pas en colère. Et si quelqu'un vous le dit, vous pouvez lui répondre, tu ne peux pas m'opposer le droit de mal vivre les choses. C'est pas possible. De la même manière, on ne peut pas vous opposer d'être content. Vous avez le droit d'être content. Si vous avez une bonne nouvelle, vous avez le droit d'être heureux. L'idée aussi dans chacune de ces interventions, de formuler une demande par rapport à un besoin. Voilà. Si vous voulez des contre-exemples de ce qu'est la communication non violente, vous allez sur les réseaux sociaux et particulièrement Twitter, où à peu près on s'appuie sur à peu près pas beaucoup de faits, on partage ses émotions, ça on les voit bien, mais on n'a pas d'aspect constructif. Donc c'est pas la communication non violente, c'est pas l'apogée du monde des bisounours où les gens sont tous d'accord. C'est-à-dire qu'on peut avoir, c'est juste l'intention du respect et du dialogue et d'intégrer que dans un dialogue, il y a moi. Et c'est vrai que c'est sans doute la partie la plus difficile quand on est dans le changement, c'est d'intégrer, c'est de comment son ego va se manifester. D'une personne à l'autre, c'est évidemment très inégal. Que s'il y a moi, eh bien, il y a les autres. Et cette invitation derrière, quand on est dans le changement, c'est de créer quelque chose qui s'appelle un nous. Et ça ne pourra se faire que si on prend le temps, encore une fois, de laisser les gens s'exprimer, de s'autoriser à s'exprimer, de développer la parole dans les organisations. Et j'insiste fortement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, ne savent pas exprimer leur liberté d'opinion dans les organisations parce que le cadre n'est pas adapté. Et donc, comment exprimer une tension intérieure si on sait qu'elle va être mal reçue? C'est pas évident. Il y a des gens qui pratiquent ça très bien, et puis il y en a d'autres qui disent mais moi je peux pas le faire. Donc le mieux c'est que je me taise. Et c'est peut-être ça dont on souffre aussi aujourd'hui dans le changement, c'est qu'on a plein de gens qui s'expriment pas et on ne sait pas forcément accueillir leur retour. Quand on parle d'accueillir du feedback, encore faut-il qu'il soit bien formulé. Donc c'est le réapprentissage du dialogue, ou plutôt l'apprentissage, puisque moi si j'interroge mon parcours éducatif, je n'ai pas forcément été éduqué à ça. Ce qui m'amène à interroger un autre élément important, c'est le changement d'approche globale qu'on a, que ce soit sur le changement ou d'autres formes. Si on regarde la configuration des organisations ou même des modèles relationnels dans lesquels nous pouvons nous trouver, on a toujours ça a été rappelé par Julien Fallet tout à l'heure, c'est la notion de hiérarchie, cette notion pyramidale. On peut être, si on le développe trop, on est évidemment dans une maîtrise, mais également dans un lien de subordination. Voilà. Et le lien de subordination, il existe déjà à partir du moment où on est salarié. Voilà, je suis salarié d'eux, donc je suis subordonné à. Il ne s'agit pas de dire que c'est mal. J'ai été salarié, c'est très bien. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Pareil, quand on est entrepreneur, c'est exactement le même principe. Et c'est juste que ces approches-là, dans le cadre de développement du dialogue, ne sont pas forcément super adaptées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut
avoir des échanges, si on veut mobiliser autour du changement, on va plutôt chercher des approches plus circulaires. Ces approches circulaires, aujourd'hui, ça porte un nom, ça s'appelle la facilitation d'intelligence collective. Cette intelligence collective, c'est d'accepter que la somme des parties va permettre d'avoir un tout beaucoup plus puissant. Et on retombe sur cette logique-là, c'est-à-dire créer ces espaces collectifs, des espaces collectifs de dialogue où chacun va avoir la parole. Imaginez, vous allez discuter avec votre chef demain, vous allez peut-être pouvoir opposer votre avis, être en capacité d'opposer votre avis face à un projet. Ça ne veut pas dire que vous serez entendu, ça ne veut pas dire que vous serez respecté. C'est aussi l'acceptation du compromis. Alors, je vais peut-être revenir sur des choses un peu plus terre à terre, c'est-à-dire que changer son approche et créer des modèles circulaires, c'est envisager des pédagogies alternatives. L'intelligence collective, aujourd'hui, on en voit plein. Et la première chose qu'on va faire lorsqu'on va parler de pédagogie alternative, et là, le Covid nous a fait super mal, c'est la recréation, c'est de s'interroger déjà sur la notion d'espace. Quand vous regardez un petit peu les espaces, d'ailleurs, je vois les quelques vignettes qui ont des caméras allumées, eh bien, je vais distinguer, je pense, quelque chose qui va ressembler à un U. Je ne suis pas contre, c'est très bien, avec des distanciations sociales, des barrières, c'est très bien. Par contre, si on est sur un modèle de subordination, comme je disais tout à l'heure, on est tous rangés correctement, et donc on n'est pas forcément dans une approche où on va libérer la parole. C'est-à-dire que les espaces dans lesquels nous sommes doivent être aussi conçus pour autoriser cette libération de la parole. C'est pour ça qu'on va... Alors, je vais évidemment en faire la promotion parce que j'en suis un défenseur. J'y crois, je ne vais pas vous convaincre, mais j'y crois énormément de la facilitation graphique, mais pas que, des jeux, des ateliers. On arrive aujourd'hui dans une phase de massification de ces pédagogies-là et on tombe donc sur les premiers sur des nouveaux réfractaires qui vous disent que tout ça n'est pas sérieux. Encore une fois, ils ont raison. Ce n'est pas sérieux parce que c'est dans leur cadre de référence, ça ne fonctionne pas. Et donc, on doit respecter ça aussi. Il ne s'agit pas de s'amuser que pour s'amuser. Il s'agit, à mon sens, de travailler sur la récupération du dialogue et de la pensée. Et pour ça, on a besoin d'avoir l'attention des gens. Récupérer l'attention est un enjeu majeur aujourd'hui dans les organisations et encore plus dans les systèmes dans lesquels on est ultra sollicité, où les interruptions sont légion, où on est régulièrement derrière notre PC, soumis à nos mails, les différents messages, et ainsi de suite. Si on veut pouvoir travailler ensemble, créer du dialogue ensemble, réfléchir sur les impacts des changements, eh bien, il faut que les gens soient attentifs. Et pour ça, ce n'est pas juste une injonction, c'est de mettre en place les conditions. Et déjà, le changement, finalement, vous voyez que c'est déjà penser le changement de manière un petit peu différente. Ça veut dire s'interroger sur le cadre qu'on a sur le changement. Dans tous les cas, quelles que soient les approches que vous allez retenir à l'issue de cette conférence, à l'issue de cette journée de cycle de conférences, le cadre dans lequel vous vous trouvez, l'espace dans lequel vous vous trouvez, est-il sécurisé ? Est-ce qu'il est sécurisé pour vous ? Est-ce qu'il est sécurisé pour les autres ? Alors, sécurisé évidemment au sens physique du terme, mais sécurisé aussi au sens psychologique de la chose. Est-ce que les gens sont à l'aise avec les personnes qui sont présentes ? Est-ce qu'on ne doit pas démarrer notre atelier notre conversation par un temps de purge émotionnelle ? Est-ce que les éléments de bienveillance sont présents ? Est-ce que vous avez posé les règles de fonctionnement ? Vous allez me dire, pour beaucoup, vous allez dire évidemment oui. Mais si on est honnête, pour beaucoup, vous devriez dire non, parce qu'il y a plein de réunions où ces éléments-là ne sont absolument pas pris en compte. On démarre. Je ne parle même pas des équipes qui font des daily meetings où là, on ne se pose plus ces questions-là. On répète de manière systématique les choses. Donc, on perd le sens des choses. Et puis, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années et qui est absolument remarquable. Est-ce que les gens sont invités dans les cadres ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont invités au changement ? Si on veut avoir des réactions, si on veut avoir des mobilisations qui soient plus fortes, peut-être aussi être attentif à la terminologie qu'on utilise. Est-ce qu'on a invité les gens à ou est-ce qu'on les oblige à ? Et donc, si on va vraiment travailler sur la notion de perception. Vous êtes invité à venir à cette séance d'information. Vous n'êtes pas invité à ce que je vous convainque. Vous voyez, ce n'est pas la même approche. Alors, le temps passe dans cette conférence et puis j'aimerais pouvoir laisser le temps aux différents échanges.
J'aurais aimé vous parler de plein d'autres approches que je n'ai pas citées, des approches solution focus, des approches appreciative inquiry, de la théorie U, du modèle Kinefin, de la délégation comme un vecteur d'appropriation du changement, des stratégies Big Bang ou des stratégies virales, de la différence entre voilà, pourquoi on devrait arrêter les projets de transformation et plutôt travailler sur la logique d'amélioration continue. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que la thématique du changement est trop vaste. Ce qui est sûr, c'est que si vous posez la question de comment changer, je vous invite à vous réinterroger sur pourquoi vous devriez changer à l'issue de cette conférence. Je peux que vous encourager à envisager, on a vu cette notion de temps, et bien d'envisager que le changement, ce n'est pas maintenant, comme disait l'autre, à une époque, ça prend du temps. Donc, d'avoir une approche par petits pas, que les approches vont souvent être identiques. On va souvent faire un audit, une évaluation. On va sans doute derrière sensibiliser les gens. On va sans doute derrière former des gens à des choses qu'ils ne connaissent pas. On ne peut pas avoir envie de se transformer si on n'est pas compétent sur la question. Et que, oui, il faut sans doute accompagner plus ou moins fortement un ou plusieurs individus pour vivre ce changement et que derrière, eh bien, on va répéter ce process-là. Et vous verrez que le dénominateur commun, quelle que soit l'approche que vous allez retenir, eh bien, c'est que dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'un sponsor. Qui est votre meilleur allié? Qui sont vos meilleurs alliés? Et vous allez avoir besoin d'avoir des gens qui ont envie de ce changement. Et c'est ce qui fait de l'accompagnement au changement et de la conduite du changement une discipline merveilleuse, c'est qu'on va chercher à développer cette alchimie en permanence. Et je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de prendre les questions. Merci à toi, Romain. Si vous avez des questions, profitez-en, il nous reste encore pas mal de temps. Vous pouvez allumer votre micro. Hein. Je vois Mathieu qui lève la main. Enfin, Mathieu. La caméra qui s'appelle Mathieu. Le groupe de Mathieu, si vous avez des questions. Votre micro est éteint si jamais. Alors, en attendant que Mathieu arrive à allumer son micro, que le groupe de Mathieu, il y a Julien qui demande sur le. Vas-y, c'est bon. Allô. Ouais. Alors, il y a Julien Fallet qui demande qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier. Ce que j'aime le plus dans ce métier, je pense que c'est le moment où ça se fait, en fait. Le moment où les équipes... je suis en train d'apprendre la patience et j'y vais en y croyant maintenant. Je suis persuadé que c'est faisable à peu près quasiment à tous les coups. Par contre, c'est une question de temps. Et là, par exemple, j'ai une équipe, voilà, ça fait 1 an que c'est très difficile. Mais j'essaie de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et depuis que je fais ça, j'arrive à voir les succès. Ce qui fait que le succès, non, voilà, une transformation à 3-4 mois, c'est toujours souhaitable, mais non, ça ne se fait pas. Et des fois, ça se fait à 1 an. J'ai une boîte, là, je vois, je les ai accompagnés il y a 10 ans. Quand je vois où ils en étaient, où ils en sont aujourd'hui, bah, waouh, quoi. Et donc, c'est cette inertie, en fait. C'est cette mise en place comme un espèce d'énorme train qui démarre. Et j'avoue que c'est ça que j'aime le plus, c'est voir se construire les choses. Mais je peux comprendre que ce soit assez difficile pour certaines personnes. Mathieu! Oui, là, tu nous entends? Oui. Ah, vas-y. Salut Romain, c'est Manu. Alors, avec le masque, je ne sais pas si tu me reconnais. Ah oui. J'ai une question. Quand tu as utilisé le mot attention, en fait, comment tu l'interprètes? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que c'est du temps disponible pour les autres? Est-ce que c'est plutôt la conscience? C'est avoir le fait que les gens soient plus conscients et moins dans l'urgence. Voilà, je voulais avoir... Pourquoi là? Alors, c'est très basique, c'est récupérer l'attention du cerveau. C'est-à-dire, est-ce que je suis ici, connecté, ici et maintenant? Voilà. Par exemple, si je regarde le groupe ITCE, je vois très bien le jeune homme qui est sur son téléphone portable. Il n'est pas attentif à ce que je dis.
Voilà, ça c'est le petit taquet gratuit à midi. Mais non, c'était pour la blague. Mais c'est ça en fait. Et attention, tu es sur ton téléphone, mais je suis un très mauvais candidat à cette question-là. C'est pour ça que notamment, moi, je m'appuie sur la pédagogie visuelle, la facilitation graphique, parce que je ne sais plus être attentif. J'ai observé ça et je le vois bien. Je le vois bien avec le distanciel aussi. Donc c'est récupérer le temps cerveau en fait, c'est récupérer de l'écoute. Et si on a des cerveaux attentifs, ben les messages passent différemment parce qu'on ne laisse pas la personne ok, j'ai entendu ça, et on ne la laisse pas sur sa croyance. Et on voit bien que c'est déjà ça. Est-ce que j'ai un public attentif? Lorsque vous avez des personnes qui arrivent dans une pièce et qui vous disent, qui se mettent directement sur leur téléphone portable ou sur leur PC portable et qui vous disent fais ta presse, la réponse est non. C'est-à-dire que non, tu n'es pas attentif. Quand on vous dit je t'écoute, c'est pas vrai. Alors la personne le pense intimement, hein, elle en est convaincue, et je pense qu'il ne faut pas lui dire non. Mais par contre, elle n'est pas attentive. Donc, vous savez que votre message, il ne passera pas pareil. C'est juste ça que je voulais dire. Merci. Il y a Rémi qui avait une question également. Rémi, oui. Enfin, c'est la team. Enfin, la team Rémi, pardon. La team Rémi. C'est Valérie, en fait. Bonjour, Romain. Et merci pour la compte, c'était pas mal. Juste, j'ai une question sur justement le démarrage sur le sentiment d'urgence. Ouais, parce que bon, dans notre organisation, ils ont beaucoup communiqué là-dessus, et le débat autour de se démarrer les démarches de changement en créant ce sentiment d'urgence. Quelle est la question? La question, c'est parce que tu as sous-entendu que donc voilà, c'était une méthode qui était utilisée beaucoup, ouais, mais qui avait aussi ses inconvénients. Et moi, intuitivement, là, je n'aime pas cette méthode, et j'aimerais bien comprendre en fait pourquoi. J'ai l'impression que c'est parce qu'on n'a pas le même niveau de compréhension de l'urgence que. Oui. Tout le problème, moi je pense que je le comprends tout à fait pour les gens qui ne bougent pas et pour les réfractaires. C'est-à-dire que le sentiment d'urgence crée une obligation, et donc tu n'as plus à penser. Il faut le faire. Ouais, si tu le travailles bien avec le storytelling, tu peux l'adresser sur le terme de la survie. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Voilà. Alors, au sens du concept, hein, évidemment. Mais si je prends une boîte, par exemple, si on ne passe pas en agile, nous allons nous faire dépasser. Et donc, c'est une perspective de dégradation de la performance commerciale de l'organisation. Donc, on va dire c'est un peu le dernier levier d'autorité. Et donc, on revient sur la subordination, c'est-à-dire que l'urgence, tu es subordonné au changement. Donc, tu ne peux pas exercer ton esprit critique. Et ça va plus loin, c'est-à-dire qu'en fonction de quel est le degré d'urgence, est-ce que tu es dans l'urgence ou dans le chaos? Et comme on n'est pas éduqué ou mal éduqué aux situations de survie, je pense que pour ça, il faut regarder l'intégrale de Koh-Lanta pour voir, ou de toutes ces émissions-là. On voit bien en fait ces mécanismes de résistance et comment c'était troublant quand on met un changement fort on arrive à déplacer des foules entières avec une obligation, en fait. Par contre, on n'a pas pris le temps. Donc, si c'est trop tard aussi, il y a des personnes, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, quand un avion est en train de se cracher, on peut relever la barre, mais ça va se cracher. Moi, j'ai déjà eu ce type d'organisation. Et donc, l'urgence, on ne sait pas si elle est fondée sur quoi, l'urgence. Voilà, est-ce que c'est une urgence vitale? Est-ce que c'est une urgence économique? Je ne sais pas. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop fan de l'urgence. Néanmoins, je ne peux que constater que quand il n'y a pas de sentiment d'urgence, mobiliser des gens quand le constat c'est ça va bien, et j'en croise, et il faut le dire, parce qu'on en parle malheureusement assez insuffisamment, il y a des organisations où les gens sont bien, il y a des équipes où ça se passe bien, qui sont agiles, peu importe, on s'en fiche. Et donc, quand on leur dit on va changer, peu importe la raison, comment on sortirait de sa zone de confort? Donc, ça interroge notre capacité à vouloir se dépasser. Et tout le monde n'a pas nécessairement envie de ça. Et donc, dans les deux cas, on se retrouve avec une complexité. Et puis, évidemment, on va avoir tout le panel, hein, parce que vous avez des gens qui sont un peu pour le changement, mais pas tout, mais ça oui, ça non. Et donc, voilà, c'est pour ça que l'approche de Peter Senge dans son bouquin, quand il explique ça, moi, c'est ce que j'en ai compris derrière, c'est que ce n'est pas le meilleur cadre. Mais aujourd'hui, et j'ai trouvé ce commentaire sur LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé d'alternative à l'urgence. Et je pense que c'est ce qui en fait aujourd'hui le meilleur argument, c'est que
oui, aujourd'hui, l'urgence, ça met des équipes en mouvement, mais si on ne fonctionne pas en urgence, qu'est-ce qu'on a à proposer à la place? Eh ben, on n'a pas grand-chose. On peut avoir des discours motivants, on peut avoir... mais si l'équipe en face, elle n'a pas envie de bouger, qu'est-ce qui va la forcer à bouger? Faire un peu plus? C'est tout le problème de l'amélioration continue. Moi, j'ai un mal de dingue sur des équipes agiles qui ne sont pas spécialement agiles, mais qui ont atteint un nouveau palier. C'est un peu mieux qu'avant. Et pourquoi elles iraient chercher, comme un peu la loi de Pareto, les 20 derniers pourcents? Pour elles ont l'impression d'avoir fait les 80. Et donc, ça va leur demander énormément d'énergie. Pourquoi le faire, finalement? Et on voit bien, l'amélioration continue, c'est une volonté individuelle, il faut y croire. C'est une discipline. Mais est-ce qu'on a tous envie de cette discipline? Moi, je ne fais pas du sport tous les jours, quoi. Pourtant, je sais que je dois. Et voilà. Et c'est complexe. Ouais. Ok, merci. On a également une question de l'équipe Delphine et Stéphane. Comment on réagit dans le changement sur le sabotage organisé, voire politique? Alors, on parle des organisations ou de la société? C'est-à-dire qu'on a une conduite du changement et en face, on a une résistance organisée, voire organisée en sabotage, quoi. C'est-à-dire on sent une résistance organisée, quoi. Mais c'est c'est là où moi je vous invite cordialement à vous inspirer des accords Toltec. Moi, quand j'observe ça, la première chose que je fais, c'est que je m'en vais en fait, parce que j'ai pas les reins. C'est David contre Goliath. Donc, si c'est un sabotage organisé, ça s'appelle, si éventuellement le système s'autodétruit, bah, c'est peut-être la meilleure chose qu'il doit faire. Voilà. Et donc, on peut aussi, mais là c'est juste pour la réflexion, hein, c'est juste pour essayer d'élargir ma réponse, et de dire que tu fais une supposition, en tout cas qu'on présuppose que c'est un sabotage organisé. Donc, quels sont les faits qui nous permettent d'affirmer que c'est un sabotage organisé? Est-ce qu'il y a une cellule d'Illuminati qui se réunit le soir pour planifier un sabotage en posant des mines et des bombes un peu partout? Ou est-ce que c'est un mécanisme de résistance? Et du coup, si c'est un mécanisme de résistance, on peut comprendre et donc trouver légitime que ces gens-là se sabotent sans être d'accord, mais juste comprendre que leur réaction est normale. Et ce qui fait qu'à partir du moment où moi j'arrive à créer ce détachement de la situation, je n'ai pas d'avis sur ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, moi, ça me protège moi. Donc, ça me permet de mieux observer la situation. Et c'est là où je pense que les acteurs externes d'accompagnement au changement sont intéressants pour les organisations, parce qu'ils peuvent avoir ce détachement émotionnel que lorsque vous êtes dedans, c'est plus difficile. Mais voilà, s'il y a un sabotage, bah, sabotez-vous, quoi. Faites-le bien. Peut-être même avoir une fâcheuse tendance à vouloir l'encourager. Voilà. Pour essayer de voir comment on peut bien pourrir le système. C'est-à-dire être plus agressif encore, être encore plus rapide dans le sabotage du système, plus puissant, plus imposant. Mais là, c'est une réponse que j'ai jamais... Je m'appuie sur aucun fait que j'ai déjà croisé. Quoi. Ok, merci. Bon, je fais partie des organes, mais j'avais quand même une question pour toi, Romain. Avec tout ce que tu as raconté, il y a une question qui me taraude un peu. C'est du coup, pour toi, c'est quoi l'avenir d'un coach agile? L'avenir d'un coach agile, ce sera quelqu'un qui, déjà, si le métier continue à exister, ce qui est loin d'être une hypothèse, c'est une hypothèse forte, et j'en suis pas convaincu aujourd'hui, vu le nombre qu'on est et vu la tournure que ça prend, surtout que la question des coachs agiles n'intéresse que les coachs agiles. Quand même être assez honnête sur le fait que tout le monde s'en tape, hein, je pense, parce que les gens, ils sont sur leur métier, et maintenant, il y a de moins en moins de coachs agiles dans les boîtes. Et donc si notre métier continue, je pense qu'il doit s'exercer avec une profonde déontologie, une expertise et un savoir-faire, des certifications, pourquoi pas, mais j'en suis ni un partisan, ni un opposant. Et je pense que ce sera d'abord quelqu'un qui sera, mon avis, c'était ça avant, mais ça devrait continuer à l'être, qui saura adapter son discours et qui saura travailler sur sa posture avec les différents acteurs avec lesquels il travaille. Je sais qu'il y a toute une mouvance sur le coaching. Voilà, je pense que c'est essentiel, mais il y en a d'autres. Voilà, il y a des postures de facilitation. Je pense qu'on a énormément de compétences à acquérir. Je pense qu'on a un nouveau métier. Est-ce que c'est le miroir du Scrum Master ou pas? Je ne sais pas. Il y a plein de débats philosophiques là-dessus qui n'intéressent que les experts.
Je pense que c'est ce que les gens veulent. Voilà, il y a un décalage. Ce que j'observe, c'est que les coachs agiles, on est pour la plupart très sachants et très, très avancés sur beaucoup, beaucoup de concepts, et que les organisations ne sont pas à ce niveau de maturité. Et je trouve que pour se nourrir, on s'approprie beaucoup, beaucoup de choses. Mais les boîtes, voilà, on est encore dans plein de boîtes à se dire c'est quoi un cadencement de livraison, c'est quoi un daily meeting, c'est quoi un product owner, en faut-il un, faut-il du Scrum? Aujourd'hui, tout le monde a Scrum à la bouche, mais est-ce qu'on a pas scié la branche sur laquelle on est assise? Parce que ça nous pose problème. Safe, on est en train de faire la même chose aujourd'hui. Les gens veulent du safe. Ce sera quoi la prochaine mode? Voilà, donc on va être biberonné à la prochaine mode après. Et dans les boîtes, les gens ne suivent pas ce mouvement-là. Les gens, ils ont leur business, ils ont leur marché, ils ont leurs clients. Et ce qu'ils veulent, c'est être efficace et que les gens soient bien. Et je ne suis pas sûr qu'on soit toujours en phase avec ce que les gens veulent. Voilà. Et ça reste que mon avis. Mais j'espère que ce métier va perdurer. Je le trouve tellement beau et tellement vaste. Et il y a tellement de facettes, il y a tellement de personnalités différentes que je serais triste de le voir disparaître un jour. Par contre, je m'interroge sur la multiplicité des coachs agiles et sur notre expertise et notre professionnalisme, notre esprit professionnel, en tout cas sur les résultats qu'on amène. Écoute, merci beaucoup. C'était Romain Couturier. Merci d'avoir. On prend la dernière avec Delphine et Stéphane Digital Campus. Vous aviez une autre question? Ah, pardon. Dernière question, excusez-moi. Toi qui as vu beaucoup de transformations de conduite du changement, c'est quoi un bon sponsor? Il faut que ça marche. Il est dans l'IT, il est où le sponsor? Un sponsor, il est. Les meilleurs sponsors que j'ai vus, c'est des gens qui ont l'esprit critique. C'est pas des gens qui achètent la sauce sans savoir. C'est des gens qui vont faire le lien. Voilà. C'est des gens qui sont capables de faire des ponts avec des strates de l'organisation auxquelles on n'a pas accès. C'est des gens qui croient au temps long. En tout cas, qui acceptent que le temps fasse partie du jeu. C'est des gens qui croient et qui sont convaincus que si problème il y a, ce n'est pas le fait d'une personne ou de deux personnes, qui acceptent que les sujets soient complexes. Et donc, qui acceptent aussi la possibilité qu'une transformation soit un échec. Je trouve qu'on en parle malheureusement assez peu, voilà, surtout dans toutes ces grandes banques, ces grandes assurances, ces grosses boîtes. Statistiquement, ce n'est pas possible qu'il y ait eu que des réussites. Voilà, c'est pas possible. Donc, voilà, un sponsor, ça va être ça. C'est quelqu'un qui va mettre de l'argent sur la table au moment où personne n'y croit. C'est ça un sponsor. Et c'est quelqu'un qui sait déléguer la compétence, qui va s'intéresser au sujet et qui va accepter qu'il n'est pas sachant et de laisser faire les gens. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui va faire confiance. Après, il a le droit aussi de demander de la visibilité, de la transparence, de voir comment ça avance. Mais parce que je pense que on peut pas faire des chèques en blanc. C'est quelqu'un qui sait discuter avec les gens. C'est quelqu'un qui sait généralement qui est plutôt haut dans les organisations, donc qui sait descendre au niveau du terrain assez régulièrement. Voilà. Alors est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est quand même quelqu'un qui à un moment donné va avoir un œil sur le budget, quoi. Ou une capacité de conviction, hein, à un moment donné. Il va quand même être souvent là, le sponsor. Merci. Merci Romain. Merci. Merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez continuer, moi je reste connecté. Sinon, je vous souhaite une très belle journée sur Agile Lyon. Encore bravo aux organisateurs pour ce bel événement. Et puis à bientôt un jour en vrai, en présentiel, je l'espère.